En Transnistrie, il n'y a plus ni gaz, ni chauffage, ni eau chaude, et les coupures de courant peuvent s'étaler jusqu'à 8 heures par jour. Depuis le 1er janvier, cette région sécessionniste de la Moldavie contrôlée par la Russie vit un scénario inédit et potentiellement une catastrophe humanitaire. Mais dans cette situation, il n'y a rien d'inévitable puisque cette crise a été artificiellement construite par la Russie. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on parle de cette crise qui est extrêmement grave pour la Transnistrie et pour la Moldavie, mais pour la région en règle générale, et qui montre que la Russie est loin d'avoir abandonné ses prétentions sur la Moldavie en amont des élections législatives de juillet prochain. Vous l'avez tous suivi, le 1er janvier, le transit de gaz russe à travers le territoire ukrainien a été interrompu, ce qui est un événement historique en soi, puisqu'il met fin à une politique énergétique soviétique et russe qui date des années 1970. Ça a suscité des inquiétudes dans les pays qui continuaient à bénéficier des livraisons de gaz russe, donc l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie. Ces deux derniers pays ayant émis beaucoup de déclarations hostiles à l'encontre de l'Ukraine, qui a donc décidé de ne pas renouveler ce contrat de transit de gaz. Bon, cela dit, les gouvernements de Viktor Orban en Hongrie et de Robert Fico en Slovaquie sont de toutes les manières hostiles à l'Ukraine et tout à fait Kremlin compatibles. Et donc, si ça n'avait pas été la question du transit de gaz, eh bien, ces deux pays auraient trouvé d'autres raisons pour critiquer l'Ukraine. Donc, en soi, vraiment, rien de nouveau sous le soleil. Pour l'Ukraine, je le dis rapidement, cet arrêt du transit de gaz russe représente un manque à gagner de 800 millions de dollars par an. Mais en soi, ça ne change pas grand-chose puisque l'Ukraine ne consomme plus de gaz russe, en tout cas plus de manière directe depuis déjà 2015. Mais pour le géant russe Gazprom, qui est devenu une entreprise déficitaire en 2023-2024, eh bien, c'est un nouveau coup dur puisque c'est un manque à gagner d'au moins 5 milliards de dollars par an. Mais globalement, tous les acteurs se sont très vite adaptés à cet arrêt du transit de gaz russe sur le territoire ukrainien, puisque celui-ci avait été annoncé de longue date et que des alternatives existent. Par contre, ça crée une situation inédite en Moldavie et en Transnistrie. La Moldavie, aussi très dépendante du gaz russe, elle avait pris ses précautions en amont pour constituer des réserves, mais aussi pour diversifier ses approvisionnements. Mais malgré cela, le gouvernement a instauré un état d'urgence énergétique pour passer l'hiver, et il y a tout un tas de mesures d'économie qui ont été mises en place, ce qui fait que, pour le dire rapidement, l'hiver sera assez difficile pour les Moldaves, mais ils s'en sortiront grâce à ces mesures de précaution, mais aussi grâce à l'assistance des pays voisins, donc la Roumanie et l'Ukraine, et de l'Union européenne en règle générale. Par contre, de l'autre côté du Dniestre, la situation est inédite. Il faut rappeler que la Transnistrie était non seulement dépendante à 100% du gaz russe, mais qu'en plus de ça, grâce à un procédé ingénieux, eh bien Gazprom avait envoyé sur ces 3 dernières décennies le gaz à travers donc l'Ukraine, avec pour destination finale la Moldavie, et la Transnistrie qui se trouvait sur le chemin, eh bien elle se servait au passage pour combler ses besoins, et Gazprom envoyait la note à Chisinau. Ce qui fait que Tiraspol, pendant plus de 30 ans, n'a quasiment rien payé de sa consommation de gaz et a donc eu un avantage compétitif pour entretenir ses entreprises et son bassin industriel, et par là même alimenter ses exportations vers la Moldavie et ensuite vers les pays de l'Union européenne. La Transnistrie, c'est vraiment une configuration très particulière puisque ce territoire contrôlé par la Russie est resté très intégré à la Moldavie et donc au marché européen. Bref, ce 1er janvier, l'Ukraine a mis fin au transit de gaz sur son territoire et donc la Transnistrie s'est retrouvée sans rien. Et il faut s'imaginer ce que ça veut dire, cette coupure radicale pour une population d'environ 300-350 000 personnes. On ne sait pas exactement combien de personnes restent en Transnistrie et qui ont bénéficié d'un gaz très peu cher, voire gratuit pendant 3 décennies et qui du jour au lendemain, eh bien, se retrouvent sans rien. Toutes les industries de cette région sont à l'arrêt, y compris par exemple une fabrique de pain qui tournait au gaz. Des dizaines de milliers de logements se retrouvent sans chauffage et donc aussi sans eau chaude, et les coupures de courant, eh bien, elles se sont étalées cette dernière semaine sur environ 8 heures par jour. Là, ce week-end, elles ont été réduites à 5 heures et ce dimanche à 3 heures, mais le gouvernement local de Tiraspol promet de nouveaux sacrifices dans les semaines qui viennent. Parmi les caractéristiques de cette intégration entre la Moldavie et la Transnistrie, il y a cette centrale thermique de Kurtchugan qui alimente les deux rives du Dniestre. Elle tournait au gaz, mais maintenant elle tourne au charbon, et visiblement il y a du charbon jusqu'à la fin janvier. Ce qui fait que le côté contrôlé par le gouvernement moldave souffre aussi des problèmes qu'il y a en Transnistrie, mais à une moindre mesure, puisque, comme je l'ai dit, la Moldavie a constitué des réserves de gaz, est alimentée par les pays voisins, y compris l'Ukraine en fonction des possibilités du réseau ukrainien et des bombardements russes sur ses infrastructures énergétiques.
énergétique. Et puis aussi, la Moldavie a mis en place toute une série de systèmes alternatifs, notamment des renouvelables, de la biomasse, de l'éolien, du solaire. Par contre, côté transnistrien, qui était 100% dépendant du gaz russe, et bien là, le seul système alternatif que les autorités peuvent trouver, c'est d'encourager les habitants à relancer leur poêle à bois. La Transnistrie refuse toute aide extérieure, qu'elle vienne de Moldavie, de Roumanie ou d'Ukraine, et le leader de cette région sécessionniste, Vadim Krasnoselski, eh bien lui, il s'estime confiant que Gazprom va reprendre ses livraisons de gaz dans les prochains jours. Mais ça, c'est impossible, puisque d'une part, l'Ukraine ne va pas réautoriser le transit de gaz sur son territoire, et d'autre part, Gazprom elle-même refuse d'utiliser des routes alternatives, et donc notamment à travers les gazoducs Turkstream et ensuite transbalkanique. Si jamais cette route alternative était utilisée, il faudrait d'abord régler le problème de la dette que j'ai déjà évoqué. Mais c'est surtout politique. La Russie refuse d'utiliser une route alternative et à la fois Moscou et Tiraspol préfèrent s'enfoncer dans cette crise énergétique et humanitaire plutôt que de dépendre des voisins pour trouver une solution. Et ça montre que cette crise est artificielle et qu'elle sert d'abord et avant tout les intérêts du Kremlin. Et pourquoi ça, vous pourriez me demander? Eh bien tout simplement parce que la Moldavie va se rendre aux urnes, encore une fois, en juillet prochain, pour des législatives. On a vu sur les dernières élections que les Russes et les pro-russes ont tenté des opérations de désinformation et de propagande pour influencer sur les élections présidentielles et sur un référendum. Et sur ces deux élections, ils ont échoué, mais ils entendent bien retenter leur coup sur les législatives qui sont particulièrement importantes étant donné que la Moldavie est une république parlementaire. Et donc l'idée, c'est que la Russie a fabriqué cette crise de toutes pièces afin de donner l'opportunité à des forces russophiles et Kremlin compatibles en Moldavie l'opportunité de faire campagne sur l'idée que la solution est à Moscou. Et donc la Russie fabrique une crise et ensuite elle se présente comme le seul acteur qui puisse la régler. Et ça a déjà été pratiqué par le passé et c'est redoutable d'efficacité. En particulier dans le contexte moldave avec une population donc moldave, transnistrienne mais aussi gagaouze qui sont épris de nostalgie pour l'URSS, de sentiments russophiles, eurosceptiques ou encore anti-roumains. Et donc, je résume, là, on a une grave crise en Transnistrie avec des dizaines, des centaines de milliers de gens qui sont dans le froid et dans le noir à cause d'une crise fabriquée et entretenue par la Russie qui contrôle cette même Transnistrie. Il y a des possibilités de régler cette crise dès maintenant en acceptant de l'aide de la Moldavie, de la Roumanie, de l'Ukraine, mais Tiraspol et Chisinau refusent en accusant donc le gouvernement de Maia Sandu à Chisinau d'être à l'origine de cette crise et en faisant le pari que les électeurs vont la sanctionner lors des élections de juillet. Et si ça continue comme ça, eh bien ça peut marcher puisque la machine de désinformation et de propagande russe est très bien huilée, comme on le sait. Reste que entre maintenant et juillet, il peut se passer beaucoup de choses et la Moldavie, l'Ukraine et leurs partenaires européens peuvent trouver des moyens d'intervenir et de régler cette crise. Donc que ça soit d'une manière économique ou d'une manière politique, pas d'une manière militaire, ça c'est plus ou moins un fantasme, l'idée d'une intervention militaire moldave ou ukrainienne en Transnistrie. Mais par contre, Volodymyr Zelensky a déjà dit qu'il était prêt à livrer du charbon à la Transnistrie pour faire tourner justement cette grande centrale thermique de Kurtchogan. Et puis, l'Ukraine a aussi du gaz qu'elle peut exporter vers la Transnistrie, puisque l'Ukraine est aussi productrice de gaz. Et donc, si Chisinau, Kiev et Bruxelles trouvent un moyen de désarmer cette crise, eh bien, ça peut aussi être le dernier hiver pendant lequel le Kremlin peut se servir de cette arme énergétique pour influer sur la Moldavie et sur la Transnistrie. Et donc par extension, ça facilitera le processus de réintégration de la Transnistrie au sein de la Moldavie. Et donc ce qui est en train de se passer maintenant est vraiment primordial, puisque soit ça peut faire basculer la Moldavie dans son entièreté dans le giron pro-russe lors des élections de juillet, soit ça peut complètement désarmer l'arme énergétique russe et dissocier pour de bon Tiraspol et Moscou, et donc ça peut accélérer la fin de cette petite langue de terre contrôlée par la Russie, non reconnue internationalement, qui est au cœur de trafic et de contrebande en tout genre depuis déjà 1992, donc depuis plus de 32 ans. Et donc que ça aille dans un sens ou dans un autre, on pourrait vivre ici un moment d'accélération de l'histoire. On va continuer à suivre ça sur cette chaîne. En tout cas pour l'instant, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve très vite.